particulier que cette faveur, qui, on sait pourquoi, le désigne à la passion des excursionnistes et des villégiaturistes départementaux. Par un phénomène inexpliqué, la bouille leur procure, paraît-il, l'illusion d'une plage ou le rêve d'une mer. De Rouen ou d'Elbeuf, on assiste à cette folie des familles partant pour la bouille, les petits avec des havelots et des paniers où le mot crevette est brodé en laine rouge. Les grands coiffés de chapeaux à la Stanley, armés de formidables lorgnettes, tout plein de cette religieuse attention que donne la promesse des grands horizons maritimes et des bonnes brises salées. Or, à la bouille, la Seine n'est pas plus large qu'à Verdun ou à Pont-de-l'Arche. En revanche, elle est moins accidentée. Elle coule lente et coutumière entre deux berges expressément fluviales quand les gargots et les chevrelles, poissons terriens s'il en fut. Et cependant, pour peu que vous causiez 5 minutes avec un Rouennais de Rouen ou un elfe qui vient d'Elbeuf, il vous dira « Comment? Vous ne connaissez pas la bouille? Mais il faut aller à la bouille. Il faut déjeuner à la bouille. La bouille, la bouille !» Quand il a dit la bouille, il a tout dit. Quand il est allé à la bouille, il a tout fait. Dans l'arrière-boutique, remplie de la poussière de coton, dans l'asphyxiante odeur de l'usine, la bouille se présente à son esprit comme une sorte de Nice normande, de Sorrente occidentale, d'île féerique, ceinturée de plages d'or et frangée d'écume rose, où sont des fleurs, des poissons et des oiseaux, comme il n'en existe dans aucun coin équatorial. La vie est pleine de folie, surtout pendant l'été où elle pullule et se multiplie en d'étranges migrations. Quand on croise les regards des hommes, encaqués dans les wagons des trains de plaisir, empilés comme des tas de charbon sur le pont du paquebot à prix réunis, quand on se demande où ils vont, ce qui les pousse, ce qui les réunit là, quand on suit leurs gestes si complètement inharmoniques au milieu de hasards et d'aventures où ils s'ahurissent, on éprouve la sensation de vivre une vie de cauchemar, effarante et pareille à un conte d'Edgar Poe réalisé. Il n'y a pas de meilleure objection à la théorie des causes finales que le déconcertant spectacle d'un départ ou d'une arrivée de touristes en quelque endroit que ce fût. Pourquoi y a-t-il toujours, parmi les multitudes en fête et si moroses que dégorgent les bateaux sur les quais hostiles et qui engorgent les trains pour des destinations circulaires et périchonesques, pourquoi y a-t-il un vélocipédiste, un infirmier et un prêtre? Pourquoi cette rencontre inévitable et fortuite dans les foules provinciales, aussi inévitable et fortuite que celle de l'éternel chinois perdu dans les foules parisiennes? Ce chinois, ce vélocipédiste, cet infirmier et ce prêtre, est-ce donc une seule personne? Ou bien est-ce là même des multitudes, l'insaisissable et toujours présent homme des foules que suivait sans pouvoir l'atteindre jamais le grand conteur américain? Je ne puis maintenant voir un vélocipédiste, un infirmier et un prêtre dans une foule sans ressentir aussitôt la terreur si particulière et purement métaphysique que m'ont toujours causé les imaginations suprasensibles de l'irréel et pourtant si véridiques auteurs des histoires extraordinaires. D'ailleurs, où que l'on aille et quoi que l'on voit, on ne se heurte jamais qu'à du désordre et à de la folie. Et la plus grande folie est de chercher une raison aux choses. Les choses n'ont pas de raison d'être, et la vie est sans but puisqu'elle est sans loi. Si Dieu existait, comme le croit vraiment cet étrange et anormal Edison, qui s'imagine l'avoir découvert dans le pôle négatif, pourquoi les hommes auraient-ils d'inutiles et inallaitables mamelles? Pourquoi dans la nature des vipères et des limaces? Pourquoi des critiques dans la littérature? Et pourquoi, moi